Salut tout le monde, on se retrouve pour un petit vlog chez nous à la maison. Et oui, je suis encore en pyjama, tout ça. Je sortais pas aujourd'hui, donc j'avais comme rien à faire. Une petite journée tranquille. On se repose avant de tourner les prochaines vidéos, car j'ai quand même plusieurs projets en ce moment et j'ai pensé peut-être de vous filmer la gare de Saint-Jérôme. Si le train y est là, et ça serait parfait. Je pourrais filmer aussi. Je vais filmer un petit peu les autobus qu'on a ici à Saint-Jérôme. Je vais vous filmer un petit peu tout ce qui est la place des festivités ici à Saint-Jérôme. Ce sera pas une super longue vidéo, parce que je pense pas. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Vous vous souvenez, le chemin de fer à un moment donné que nous avons visité. J'ai pas trouvé des documents qui parlaient vraiment juste de ce chemin de fer-là. Bien sûr, j'ai trouvé quelque chose, mais ça parle aussi du train du Nord, les chemins de fer en général dans Saint-Jérôme, île et Laurentides. Voilà, donc j'ai toute l'histoire à partir de 1769 jusqu'à, je vais regarder, attendez un petit peu, jusqu'en 99. Donc voilà. Bien sûr, il y a un projet en cours pour l'ancien chemin de fer. On avait dit à l'autre vidéo comme quoi apparemment il allait faire une piste cyclable, mais ça fait 10 ans qu'il en parle et qu'il n'y a toujours rien. Bon, parce qu'ils ont eu peut-être des imprévus, quelque chose du genre. Donc, bon, je veux pas. Ils font les routes, ils refont les égouts, ils refont les fils, ils refont aussi, ils refont ça, tout ça. Parce qu'ils vont, dans ce temps-là, ben, ils mettent pas le budget pour la piste cyclable. Puis elle serait pratique, celle-ci, parce que ça pourrait être plus simple pour plusieurs personnes de se rendre dans des grands magasins comme Walmart, Home Depot, puis tout ça dans le coin de la 15, ça serait quand même déjà plus sécuritaire parce qu'à ce moment, il faut prendre les routes, tout ça, puis il y a une jonction, c'est la sortie de la 15, l'entrée de l'autoroute 15 aussi. Pour les Français, c'est une grosse autoroute ici au Québec qui relie toutes les villes des Laurentides et plus. Donc, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Donc, je vais vous lire l'histoire que j'ai devant moi. Hein? Donc, c'est simple que ça. Donc, c'est historique des gares des Laurentides. Ils vont parler aussi un petit peu des chemins de fer, l'architecture. Je vais vous montrer aussi quelques photos également. Je vais mettre le téléphone devant l'ordinateur que je vais tenir dans mes mains. Donc, voilà. Et avant de continuer plus dans la vidéo, ben, c'est l'heure de mettre le pouce bleu, activer la cloche de notification, abonnez-vous, hein, laissez un commentaire, suggestion, question ou autre, hein, vous connaissez le disque, bien sûr. Donc, on va partir ça, mes chers amis. Donc, voilà, vous avez l'historique ici, mes chers amis. Donc, vous voyez qu'en 1769, début de la mon Dieu, des fois les mots ne veulent pas sortir, hein? Donc, début de la colonisation de l'actuel territoire des Laurentides par les rivières du Chêne, puis celles du Nord, la Rouge et la Lièvre. Donc, voilà donc l'historique des gares. Donc, en 1790, je vais continuer après, je vais juste vous dire, faites pause, vous allez pouvoir lire tout ça. Je vais juste, voilà. Je vais redéposer le téléphone. Donc, je vais tout vous filmer ça. Donc, voilà. Donc, vous avez tout l'historique. Je vais les passer relativement vite, donc vous avez juste à faire pause. Donc, j'espère que je vais essayer de finir un peu plus proche. Donc, c'est vraiment tout l'historique. C'est quand même très complet. Je vais vous le lire quand même, là. Ça, il n'y a pas de problème. Des fois, je peux me faucher dans mes mots. On fait de pause, hein. Je pense que ça se termine par ça. Donc, voilà.
Donc, c'est les chemins de fer de Saint-Jérôme. Je vais vous le déposer. Donc, c'est les chemins de fer, l'historique des chemins de fer à Saint-Jérôme. Donc, voilà, je vais essayer de vous... C'est pas facile, là. Essayer de vous placer pour que je puisse être capable de me filmer aussi. Attendez un peu, les amis. Bon. Je vais juste peut-être baisser ça comme ça. Je suis désolé. Bon, j'ai sur le trépied, puis j'ai une vitre, fait que ça glisse, fait que j'essaie de faire en sorte que le téléphone ne tombe pas. Bon, on va continuer, donc je vais vous le lire. Donc, on a lu le 1969, le 1769. Donc, en 1790, la grande ligne et quelques autres tronçons de route relient Montréal et diverses localités des seigneuries du nord de Montréal. Donc, c'est le début, la construction des tout premiers chemins de fer dans les Laurentides, qui reliaient Montréal-Laurentides. Voilà. Donc, en 1845, l'historien FX, j'imagine c'est pour Félix, je ne sais pas, il faudrait que je me renseigne là-dessus également. Est-ce que je vais le faire? Je ne sais pas, je vais voir. Garneau propose l'appellation Laurentide à la chaîne de montagnes qui borde la rive nord du Saint-Laurent, nom qui s'appliquera à la région. En 1856, un premier chemin carrossable relie Saint-Jérôme et Sainte-Agathe. En 1872, à l'occasion d'un hiver très rigoureux pour les Montréalais, un convoi de 80 voitures chargées de bois de chauffage descendu du nord à l'instigation du curé Labelle contribue à prouver l'utilité d'un chemin de fer pour la capitale et dessine les autorités à entreprendre sa construction. Ouais, dans ce temps-là, les hivers, là, ça commençait en septembre, puis ça finissait en juin. C'était très, très, très intense. Puis il n'y avait pas 40-60 cm de neige qu'on retrouve aujourd'hui. Là. On parle de 100 cm ou plus. Là. Il y en avait pas mal de neige dans ce temps-là. Hein? Pour vous dire, il allait à l'école en skidoo. Bon, donc... En 1876, inauguration du tronçon de chemin de fer Montréal-Saint-Jérôme. À Saint-Jérôme, une maison privée sert de gare pendant 1 an. En 1882, le Canadien Pacifique, en parenthèse le CP, achète l'entreprise de Québec, Montréal, Ottawa et Occidental et prolonge la voie. En 1891, décès du curé Labelle, le père de la colonisation. Donc, le parc vous est filmé avec le genre de monument qui rappelle l'ancienne chapelle, le parc qui s'appelle le parc du curé Labelle. C'est pour un hommage à lui. Donc, voilà. Donc, en 1892, le chemin de fer atteint Sainte-Agathe. En 1897, début de la construction de la gare de Saint-Jérôme, telle qu'on la connaît actuellement, qui est maintenant rendue un musée, puis ils font autre activité, des fois ils font même des élections. Là. Donc, elle remplacera la gare construite en 1877. Donc, en 1898, inauguration de la gare de Shawbridge. En 1902, construction de la gare de Sainte-Agathe. En 1903, construction de la gare de l'Annonciation. En 1905, on y rajoute la maison du chef de gare et en 1924, un dépôt de marchandises et de charbon. Oui, parce que dans ce temps-là, chauffage, tout ça, ça marchait beaucoup au charbon. Les trains aussi, d'ailleurs. En 1904, inauguration du tronçon Labelle-Nomineng. Construction des gares de Nomineng et de Mont-Tremblant. En 1909, m'excuse, Nomineng, ça me fait rire. Il n'en prend pas grand-chose des fois pour me faire rire. Nomineng, tu parles d'un nom, hein? Bon, bref, poursuivons. En 1909, le service ferroviaire baptisé le Petit Train du Nord, aujourd'hui rendu une piste cyclable,
se rend jusqu'à Mont-Laurier, contribue au développement industriel et confirme la vocation touristique de la région. Oui, parce que le Petit Train du Nord, le chemin de fer qui était là dans le temps, c'était tout d'abord pour les marchandises et ensuite ça a été pour les passagers. Aujourd'hui, ça s'arrête. Le chemin de fer qui est là, il part de Montréal, puis qui arrête à Saint-Jérôme maintenant. Et puis le reste, c'est une piste cyclable, bien sûr. Puis aujourd'hui, bien, on retrouve le train de banlieue qu'on appelle ici au Canada. Donc, train passager. Et aussi un peu plus loin, vous avez aussi également des trains de marchandises qui passent. Donc, des fois, le train passager est supposé d'arrêter pour laisser passer le train de marchandises. Voilà, moi, je ferais le contraire parce que, bon, l'autre c'est des marchandises, tout ça, ça peut attendre. Nous autres, on est quand même des humains, tout ça. Si on travaille, si on a une fête, si on a quelque chose d'organisé, ben, il faut arriver à l'heure. Hein. Donc, moi, je ferais le contraire. À ce niveau-là, c'est mal organisé. Donc, Bon. Donc, en 1909, le service ferroviaire... non, c'est ça, je viens de le lire. En 1909, c'est aussi l'année de la construction de la gare de Mont-Laurier. En 1911, construction de l'actuelle gare de Saint-Faustin, Lac-Carré. Elle remplace une première construction, Saint-Faustin Station, réalisée en 1893. En 1920, pendant que diverses installations de ski alpin se développent, M. Herman Smith Johansson, dit Jack Rabbit, trace plusieurs pistes de ski de fond, donc la fameuse Maple Leaf qui relie les gares de Sandbridge, Prévost à Mont-Tremblant. En 1924, construction de l'actuelle gare de Labelle. La première gare avait été construite en 1893, en même temps que la table tournante et le hangar à locomotive. Table tournante, c'est pour virer le train de bord, pour s'en aller de notre direction à une autre. Donc, voilà. Donc, en 1925, construction de la gare de Noméningue. 1928, construction de la gare de Mont-Roland. Elle remplace la première gare construite en 1904. Elle l'appelait alors gare de Sainte-Adèle. En 1930, la route est désormais ouverte aussi l'hiver entre Montréal et Saint-Jérôme. En 1935, à l'hiver 34-35, 40 000 skieurs visitent les Laurentides grâce au Petit Train du Nord. En 1960, interruption du service offert par le Petit Train du Nord. Donc, c'était fait par les CP. 1970, commençait à la fin des années 50, l'autoroute 15 atteint Sainte-Agathe au début des années 70. En 1978, le CP, le CDL et l'ATL remettent en service le Petit Train du Nord. En 1981, abandon définitif du Petit Train du Nord. En 1985, création du mouvement de survie des gares et des manifestations s'organisent dans le but de sauver les gares de la démolition. En 1986, un projet de réseau muséal des gares et de réutilisation de l'emprise est présenté au sommet socio-économique régional. En 1987, le mouvement est incorporé sous l'appellation Corporation des gares des Laurentides, parenthèse CGL, et regroupe 8 comités locaux: Mont-Laurier, l'Annonciation, Sainte-Agathe, Mont-Roland, Prévost, Saint-Jérôme, Sainte-Thérèse et New Glasgow. En 1988, inauguration de la gare de l'Annonciation, première gare du réseau à être rénovée en kiosque d'information, salle d'exposition et musée. En 1989, la CGL réalise l'exposition Nos gares et produit une trousse pédagogique destinée aux élèves du primaire. En 1990, démantèlement de la voie
ferrée. En 1991, la CGL réalise le projet Gare à vue qui permet de doter les gares patrimoniales d'un panneau d'interprétation commun. En 1994, achat de l'emprise par le gouvernement du Québec et début de la location des tronçons au MRC Antoine Labelle, Laurentides, Pays d'en Haut et Rivière-du-Nord. En 1996, inauguration du parc linéaire du Petit Train du Nord et réouverture progressive des gares. En 1997, la CGL entreprend une étude d'implantation du réseau muséal qui vise à présenter un extrait de l'histoire des Laurentides dans chacun des 10 gares patrimoniales. En 1999, la Corporation des gares, désormais connue sous le nom Réseau des gares des Laurentides, inaugure son site internet garelaurentides.qc.ca et distribue son premier dépliant intitulé « Un voyage dans le temps le long du parc linéaire du Petit Train du Nord ». Et juste en parenthèse, dans le temps, pour aller faire du vélo à la piste du train du Nord, il fallait acheter une plaque pour mettre sur le vélo. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de ça. Tu y vas, puis c'est gratuit, puis tu fais du fun. Il y a plein de places où vous pouvez faire du pique-nique. Puis des fois, ben, tu as quelques petits casse-croûtes. Fait que c'est ça. Donc, relever des caractéristiques. Maintenant, on passe dans une autre partie. On passe dans la partie des relevés des caractéristiques architecturales des gares des Laurentides que je vous ai montré. Vous allez les voir. Et je vais vous montrer des photos un peu plus tard. Donc, style de gare mobile, bâti rectangulaire d'un seul étage, à rebord de toit court, sans auréole ni autre ornement. C'était la forme habituelle des bâtiments que le CP déposait près des voies avant qu'une gare particulière ne soit dessinée et construite. Donc, style cottage orné, donc bâti rectangulaire à oriel, généralement orné à l'étage de lucarne, à toit en groupe, au rebord large, avant toit distant, parfois seulement du côté de la voie, supporté par des consoles. Et aussi, vous avez aussi le style Queen Anne, bâti à l'avant-toit, supporté par des consoles, aux angles arrondis, amplement fenestré, surmonté d'un toit conique. Je dois raconter. Style néo-gothique, bâti rectangulaire, généralement d'un étage et demi. Donc, le toit à deux versants est percé au-dessus de l'oriel de fenêtres donnant sur la voie ferrée. Et le dernier style de gare, le gare chalet suisse. Style chalet suisse, bâti à toit débordant avec croix de Saint-André aux angles et pignon jadis orné d'épis de fêtage. Un truc du genre. Donc, après ça, ben, je vous montre qu'est-ce que c'est les toits, le toit en réel, la console, le croix de Saint-André et l'épi de fêtage. Donc, je vous ai montré le document. Je vais juste faire pause à regarder. Donc, maintenant, on va faire l'histoire du Petit Train du Nord. Excusez-moi. Bon, le Petit Train du Nord, c'est sous l'instigation du fameux curé Antoine Labelle de Saint-Jérôme, franc défenseur de la colonisation des Laurentides, que le chemin de fer du Nord ferait son chemin par étage jusqu'à Mont-Laurier. La première liaison Montréal-Saint-Jérôme de la compagnie de chemin de fer Québec-Montréal et Occidental est officiellement inaugurée le 9 octobre 1876. Le train effectue plusieurs arrêts à cours de route. Mylands, Sainte-Rose, Sainte-Thérèse et Saint-Janvier. Les premières gares de ces villages sont temporaires. Ce n'est que quelques années plus tard que des gares permanentes seront construites. Dans la troisième quart du 19e siècle, je pense, ou du 20e siècle, est-ce que vous me direz en commentaire, le réseau ferroviaire, c'est en chiffre romain, puis je sais pas. Je sais pas tout.
Le réseau ferroviaire canadien est en pleine expansion. Plusieurs compagnies de chemin de fer se partagent les lignes reliant les grandes villes et constituent un instrument privilégié de développement dans certaines régions périphériques. Le Canadien Pacifique, formé en 1880 par un groupe d'hommes d'affaires montréalais liés de près à la Banque de Montréal, réalise un défi en reliant Montréal à Vancouver en 1886. Hein? Le 4 mars 1882, le CP se porte acquéreur des sections du chemin de fer reliant Montréal à Hull et Montréal à Saint-Jérôme. La compagnie poursuivra par la suite à la construction du chemin de fer du Nord. En 1892, le petit train du Nord relie Saint-Jérôme à Sainte-Agathe avec des arrêts en Chambridge, Prévost, Piémont, Mont-Roland, Sainte-Adèle, Sainte-Marguerite, Valmorin et Val-David. Le train monte à l'assaut des montagnes et atteint Sainte-Jovite en 1893, passant par Liry-sur-le-Lac, Nantel et Morrison. En 1902, il poursuit sa toute au-delà de la Conception et de Mont-Tremblant jusqu'aux chutes Iroquois, Labelle. Donc, c'est ça, Labelle parenthèse. Il arrive à Mont-Laurier en 1909, contournant Mont et Lac et effectue des arrêts à la Macasa, l'Annonciation, Belle-Rive, Nominang, Lac-Ségué et Val-Barrette. Le chemin de fer des Laurentides sert d'abord au ravitaillement des premiers colons et aussi au transport du bois vers Montréal. Il permet l'établissement de lieux de villégiature et de clubs de chasse et pêche. L'engouement pour les sports d'hiver prend son essor vers 1925. Les premiers trains de neige amènent de nombreux skieurs vers la station de ski des Pays d'en haut. Puisque la route est nécessaire l'hiver, qu'à partir de 1937, une infrastructure d'accueil est alors mise en place grâce au tourisme d'hiver et les deux industries touristiques et ferroviaires se développent parallèlement. On verra les centres de ski proliférer après du chemin de fer et à proximité des gares, et l'influence des touristes contribue à l'essor de l'industrie du ski. Ainsi, par exemple, le premier remonte-pente en Amérique sera conçu et installé par M. Foster à Chambridge en 1932. Mais à partir de 1960, le réseau routier supplante le chemin de fer. Le chemin de fer perd progressivement son attrait, malgré la prise en main des services par Via Rail en 1978. Le service Montréal-Mont-Laurier est interrompu en 1981. Donc, c'est quand même quelque chose, hein? Donc, ça poursuit, hein? C'est une petite vidéo d'histoire, mais c'est pour... ça relie notre vidéo précédente sur le chemin de fer à un moment donné qu'on avait fait. On avait fait aussi le bois et le petit parc, donc ça relie, puis ça fait partie de l'histoire, et c'est important quand même, hein? Donc, les gares et leurs fonctions sociales. Les chemins de fer, en plus de susciter la création d'agglomérations nouvelles, créent en différents égards de nouveaux paysages. Cette résigne de voies ferrées est ponctuée à intervalles réguliers à des distances assez rapprochées les unes des autres pour ainsi donner un meilleur service à la clientèle. D'ailleurs, à la carte du réseau ferroviaire, des Laurentides nous indique que les gares et par conséquent les villages sont tout au plus à des distances de 10 à 15 km les uns des autres. La conception des marchandises et des voyageurs. Les gares étaient alors le centre du réseau ferroviaire. Le but principal de la voie ferrée, c'était le transport des marchandises lourdes, d'où la présence d'entrepôts et de vastes espaces vacants aux abords des gares, un environnement qui s'apparente aux zones portuaires.
Les activités générées, c'est ça, par la gare et l'arrivée de train étaient autrefois pour les citoyens au point d'attraction et l'occasion de rencontres. En plus d'être un lieu de rendez-vous pour les badauds qui venaient y observer le débarquement des bagages, l'opération du remplissage à l'engin, au château d'eau ou l'arrivée des skieurs en provenance de la ville. Le samedi matin, la gare voyait aussi les hôtels y faire prendre les voyageurs par les voitures à cheval, les taxis de l'époque. Les communications. Les multiples fonctions de la gare ont été le prélude des consommations rapides. La gare était le point de chute du courrier expédié et reçu. Avant l'arrivée du téléphone, chaque gare était pourvue d'un service de télégraphie apportant aux citoyens la bonne ou la mauvaise nouvelle. On voit ça des fois de temps en temps dans les films. Donc, c'est ça. Voilà, je vais juste replacer un peu la caméra. Voilà. Hein? Bon, voilà. Bon, j'en étais rendu où? Ah, c'est ça, c'est ça. Les gares permettent également d'abriter le voyageur en attente d'un train. Très souvent, elles logeaient à l'étage le chef de gare et sa famille. Ouais, ceux que le chef de gare, tout ça, dormait là. C'était sa maison, en fait, puis il dormait là avec sa famille. Donc, voilà. Celui-ci manipulait le télégraphe et assistait les conducteurs de locomotives pour le contrôle du trafic ferroviaire. Pour mieux contrôler les convois, les aiguilleurs étaient requis à des intervalles fréquents le long de la voie. Grâce au télégraphe, ils pouvaient savoir où étaient les trains et planifier les rencontres et les points de passage à niveau. Un bon télégraphiste pouvait émettre à la clé poinçon de métal ou au bug, contact établi entre le pouce et l'index, jusqu'à 40 mots à la minute. Tous les télégrammes étaient initialés et certains, comme ceux qui provenaient ou étaient destinés aux banques, étaient rédigés en code et répétés pour éviter toute erreur. Une gare importante pouvait recevoir et émettre jusqu'à une centaine de messages par jour. Une gare de village environ 25. En 1950, le tarif d'un télégramme de 10 mots était de 37 sous. Vers 1970, il était de 1,75 $. L'heure juste. La gare avait également une fonction sociale importante puisque la régularité du service ferroviaire l'obligeait à tenir son horloge à l'heure juste. Les citoyens y faisaient référence et à Saint-Jérôme, par exemple, c'est sur l'arrivée du train de 10h20 qu'on réglait sa montre. Ah, on en apprend des choses, hein? Ce phénomène était à ce point important que les télégraphistes de toutes les gares du Canada recevaient chaque jour un signal qui leur permettait de vérifier l'exactitude de l'heure. Au Québec, ce signal était reçu régulièrement à 11h54, puis à 11h55 et 11h56, et le télégraphiste devait communiquer immédiatement qu'il était alors à son poste. Donc, c'était l'histoire des chemins de fer Montréal-Laurentide, tout ça. Donc, je pensais pas que j'allais faire un petit peu d'histoire sur notre chaîne YouTube, mais bon, il y a la première fois à tout, puis souvent, l'urbex, ça relie l'histoire, donc un va pas sans l'autre, donc bien sûr, donc c'est ça. Donc, c'est ça aussi le but de l'urbex, c'est pas juste montrer, aller visiter un lieu abandonné, comme ça pour le fun, tout ça. Oui, on fait ça par plaisir, mais on fait ça aussi pour montrer le patrimoine qu'on est en train de perdre, qu'on est en train de détruire, et pour expliquer aussi l'histoire autour de ça. Donc, c'est très, 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 très important. Donc, c'est pour ça que l'urbex c'est plus ou moins légal.
Mais bon, ils devraient quand même nous mettre ça légal à 100% parce que, bon, on est des genres d'historiens. On montre la face cachée que le Québec ou que le monde entier, parce que des urbex, ça en a à travers le monde, que le monde entier veut pas qu'on sache. Et nous autres, on est là pour vous montrer ce qui ne montrent pas, ce qui ne disent pas. Donc voilà. Moi, je vais vous montrer les différentes architectures de gare qu'on trouvait dans les Laurentides et un petit peu au Canada. Donc voilà. Donc je vais vous prendre avec moi. Donc voici, ça fait différentes gares. Ici, vous connaissez la miniature. Voilà. Vous avez vraiment différentes gares. Donc, tu sais, ça fait partie de l'histoire. Aujourd'hui, la plupart des gares ont été malheureusement démolies. Et ce qui reste souvent, c'est des lieux touristiques pour les infos touristiques ou des musées. Donc, c'est ça. Donc, on voit ici un vieux train. Donc, voilà. Donc, c'est l'horloge actuelle que nous avons ici à Saint-Jérôme, que je vais aller vous montrer. Que vous allez peut-être avoir ça pour la vidéo de samedi. Sinon, ça ira pour la vidéo de mercredi. Que je trouve le temps d'y aller. C'est pas trop loin de chez moi. Ça, c'est la fameuse gare avant. Donc, c'est ça que je vous parlais. Donc, ça, aujourd'hui, c'est rendu musée, place événementielle, ce genre de trucs-là. Donc, c'est plus comme ça aujourd'hui. Il n'y a plus de rue ici. Là. On peut tout barrer ça pour mettre la place des festivités. Là. Donc, vous avez notre exemple ici dans notre genre de gare. Moi, j'adore les trains aussi. Fait que c'est ça que... Donc, voilà. Donc, on voit quelques trains. Donc, tu sais, vraiment, là, c'est quand même assez incroyable, les amis, tout ce qu'on peut apprendre avec le temps. Même moi, tout ce que je vous ai lu, je ne savais même pas. Et aussi, je rajouterais une partie où ce qu'on a été visiter. Ça, avant, c'était vraiment, ça partait de Montréal. Je pense que ça parlait peut-être du Vieux-Port de Montréal. Quand ça en venait jusqu'à Saint-Jérôme. Et ben, ça livrait de la marchandise, le charbon, l'acier, le métal, tout ça, pour justement les usines qui étaient à bord. Aujourd'hui, ben, c'est abandonné, comme vous avez vu, c'est rendu un champ. Et l'usine qui est là, c'est rendu une tour en condo, donc c'est pour ça. Et là, ben, ils parlent toujours de peut-être de faire une piste cyclable, mais comme je vous ai dit, ça fait 10 ans. Et je pense pas que ça soit fait, ça sera pas demain, ça c'est sûr et certain. Ça, faudrait que je me renseigne, parce que ça serait bien qu'ils fassent une piste cyclable là. Hein? Fait que c'est ça. Si jamais ils décident de construire une piste cyclable là, j'irai vous montrer les travaux. Parce que ça doit être un endroit quand même important ici à Saint-Jérôme, bien sûr. Donc sur ça, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification et n'oubliez pas d'avoir laissez-nous des commentaires, suggestions ou autres. Donc voilà, donc sur ça, je vais vous souhaiter une très bonne journée, un très bon mercredi. On se dit pour une prochaine vidéo. Salut!